Ok, du coup aujourd'hui on avait prévu de parler de comment préparer un entretien de vente. Donc un entretien de vente, ça va être n'importe quelle réunion que vous allez avoir avec un prospect. Euh, c'est quand même important de distinguer, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a vraiment deux choses. Il y a la prise de rendez-vous quand vous essayez de poser des rendez-vous avec des prospects, qui ça sont vraiment le cœur de la prospection, c'est finalement plus dur, et l'entretien de vente qu'on va avoir à la suite de ça. Et on va vraiment pas gérer les choses pareil, parce que par exemple, dans une prise de rendez-vous, l'objectif, c'est de prendre un rendez-vous. On va quasiment pas parler de l'offre en elle-même, de ce qu'on propose. On va vraiment être focalisé sur est-ce que le client a un besoin auquel vous répondez, et si c'est oui, alors on pose un rendez-vous. On laisse un vrai suspense, parce que ceux qui balancent leurs tarifs, qui balancent ce qu'ils font concrètement, c'est là où tu vas vraiment les perdre et tu vas avoir énormément de no-show ensuite sur ton rendez-vous de vente. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est que il faut absolument arriver dans un rendez-vous de vente pour pouvoir avoir le temps d'exprimer à son prospect. Hop, je vais juste rentrer les gens qui se connectent. Il faut juste faire en sorte de pouvoir avoir le temps, en fait, de présenter à son prospect tout ce que vous avez à lui dire, en gros, tous les arguments qui vont en faveur de votre offre. Autrement dit, si vous balancez juste, je fais de la photo et ça coûte tel prix, ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire pendant la prise de rendez-vous. Du coup, la seule chose que le prospect il va se rappeler, c'est que c'est ce que vous faites globalement et le prix que vous proposez. Vous n'avez pas la possibilité de parler de justement quels sont vos éléments de différenciation et ce qui fait qu'on travaillerait avec vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc vraiment garder dans l'idée que quand on fait de la prise de rendez-vous, on fait de la prise de rendez-vous. Notre objectif, c'est qu'elle ait un rendez-vous, pas de parler de notre offre. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui sur plutôt l'appel de vente. Donc là où justement on présente votre offre et surtout plus particulièrement de comment est-ce qu'on prépare ce rendez-vous de vente. Le but, c'est que je vous explique un petit peu, je vais vous dire un petit peu justement comment préparer ces entretiens-là. Et puis si on a le temps après en fonction des questions que vous aurez, je vous montrerai peut-être des cas concrets, voilà, on verra comment on fait. En fonction de vos questions. Top. Alors, c'est parti. Du coup, si vous avez un entretien de vente, donc le rendez-vous, il est calé avec le client. Qu'est-ce que vous allez faire avant ça? La première chose à faire, ça va être vraiment de prendre le temps de connaître votre client. Parce que si vous avez une logique où vous enchaînez les rendez-vous, vous en avez droite à gauche, il faut, pour chacun des rendez-vous que vous allez avoir, si vous voulez les réussir, il faut que vous ayez déjà des informations sur la personne que vous allez avoir en visio ou bien sûr encore plus si vous allez en physique. Alors ça paraît logique, mais il faut vraiment faire une vraie enquête en fait. Quand je dis une vraie enquête, c'est prendre le temps d'aller sur ses réseaux sociaux, sur son LinkedIn, sur le site web, pour essayer de comprendre justement quels sont les types d'informations tout extraire. Et d'essayer d'en tirer aussi des petites anecdotes que vous allez pouvoir raconter pendant votre entretien. Pourquoi je dis ça? Ce qui est hyper important, vous verrez, je pense que c'est assez flagrant quand on fait un entretien de vente. Là où vous vendrez le mieux, c'est quand vous avez un bon feeling avec la personne que vous avez. Où vous sentez vraiment bien avec elle. Et pour avoir un bon feeling, il faut vraiment briser la glace entre vous. Et pour briser la glace, il n'y a rien de mieux que d'avoir plus ou moins préparé des petites anecdotes que vous allez pouvoir utiliser. Il habite dans un endroit que vous connaissez. Il aime un sport que vous aimez. C'est vraiment un truc qui va permettre en début de rendez-vous de briser vraiment la distance qu'il va y avoir entre vous deux, parce que vous arrivez uniquement comme un commercial à ce moment-là. Forcément, le prospect, il va prendre un peu de recul. Donc, il faut vous rendre un peu le plus sympathique possible. Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir des petites anecdotes que vous allez pouvoir utiliser. Et la deuxième chose, c'est la présentation que vous allez faire. Si vous ne vous rappelez pas du tout de ce que fait votre prospect ou des choses comme ça, vous allez devoir lui demander des choses qu'il vous a potentiellement déjà dit en prise de rendez-vous. Donc, plus vous aurez déjà une connaissance et plus le prospect sentira que vous connaissez déjà, vous êtes intéressé à lui, plus ça sera simple de rentrer en matière. Donc, oui, ça paraît un peu bateau, connaître son client, mais c'est hyper important et c'est ce qui fait que vous allez pas avoir plus ou moins de sympathie et le prospect va vous faire plus ou moins confiance. Donc, hyper important, prenez le temps de parcourir tout ce que vous avez sur lui au maximum. Et aujourd'hui, on a facilement des infos quand même sur les personnes.
Et bien sûr, prenez le temps, alors ça c'est la personne, mais de prendre le temps de connaître ses enjeux de business. Si vous allez prospecter une boîte qui fait des sites internet, savoir quels sont aujourd'hui leurs buts, c'est, je sais pas, ils n'arrivent pas à choper de nouveaux clients parce qu'ils ont fait que du bouche-oreille. Son enjeu aujourd'hui, ça bien identifier ce que ça va être pour être sûr de pouvoir y répondre avec votre offre. Mais ça va vraiment avec la connaissance du client et ce pourquoi vous allez, de toute façon, vous l'avez démarché au début. Donc ça va de soi. Donc ça, c'est le premier point. Prenez le temps de connaître votre client. Le deuxième, c'est de maîtriser votre offre. Donc l'offre qu'on crée ensemble à travers de l'accompagnement. Donc de faire en sorte de savoir justement mettre en avant quels sont les bénéfices clairs que vous allez apporter. C'est pas juste, je reprends l'exemple du photographe. Si vous êtes photographe, qu'est-ce qui fait que on va travailler avec vous plutôt que n'importe quel autre photographe? Ça, il faut que ça soit hyper clair dans la présentation que vous allez lui donner, pour que les bénéfices soient vraiment identifiés. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à vous? Et ça, donc c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble sur le fait de monter votre offre, justement qu'elle se distingue, qu'elle soit vraiment unique, même si vous faites le même métier que tout le monde, que des milliers de personnes, il faut qu'on sache pourquoi on travaille avec vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être clé. Et bien sûr, de faire en sorte de voir que la personne avec qui vous avez pris rendez-vous, elle a bien un problème que vous venez résoudre. Et de dire, de chercher tout à l'heure, vous avez regardé comment connaître cette personne par rapport aux anecdotes que vous voyez, comment est-ce que vous arrivez à relier ça avec votre produit. Et c'est ça qui va être hyper intéressant, d'aller prendre vraiment ces problématiques et de les faire matcher avec votre offre. Donc ça passe par de la connaissance client à fond et la maîtrise parfaite de votre offre et surtout vos éléments de différenciation. Parce que si tu fais de la photo, tu fais de la photo comme des milliers de photographes, mais sur les éléments qui font qu'on va faire appel à vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plutôt des éléments qui paraissent basiques, mais qui sont super importants parce qu'on a plein de commerciaux qui se pointent en rendez-vous et qui n'ont absolument pas travaillé tout ça. Vous faites quoi déjà? Horrible de dire ça. Il faut vraiment avoir bossé son sujet et fait sa petite enquête. Vous êtes un vrai enquêteur. Si vous n'avez pas eu les informations quand vous avez pris rendez-vous avec elle, il faut que vous alliez enquêter par vous-même. Donc voilà pour les premiers éléments. Et ensuite, on arrive dans une partie qui, elle, est plus compliquée quand c'est vos premiers rendez-vous, mais qu'il faut savoir travailler. C'est de savoir anticiper au maximum les objections auxquelles vous allez pouvoir être confronté. Parce que le prospect, potentiellement, il va avoir des choses qui vont faire qu'il ne va pas prendre votre offre. Et ces objections, vous pouvez pas mal les anticiper, parce qu'il y en a qui reviennent tout le temps. Hein. Alors, il y en a 3 grandes que je vais vous citer là. On pourra revenir un petit peu tout à l'heure ensemble, parler de chacune des objections. La première, ça va être le prix, bien sûr. C'est trop cher ou peu importe. En tout cas, une objection qui se trouve, c'est le prix qui fait que vous ne vendez pas. Une autre objection qui revient, même encore plus que le prix, je trouve, c'est le timing. Et ce n'est pas le bon moment pour lancer. Si vous bossez avec des indépendants, c'est je suis en train de déménager, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je le ferai l'année prochaine. Là, il y a mon enfant qui est malade. Donc ça, c'est une objection qui est ultra, ultra courante, qu'il faut savoir aussi préparer à l'avance. Et la dernière, c'est la concurrence. Vous avez plein de concurrents, j'aimerais savoir ce qu'ils font, machin, comment vous vous situez par rapport à vous. Ça, c'est vraiment 3 objections qui reviennent constamment. Le tout, c'est d'essayer de les contrer au maximum, que ça soit le prix ou le timing, ou même la concurrence. Hein. Vous allez pouvoir tous, le prix, c'est une question de valeur. Donc si vous montrez que vous avez énormément de valeur, normalement, le prix paraît même dérisoire par rapport à la valeur que vous allez apporter. Pour ce qui est du timing, c'est soit de la flexibilité en fonction du produit que vous allez apporter, soit justement de la facilité ou le fait de déléguer. Donc ça va vraiment dépendre de votre offre, mais il faut vraiment être prêt à la contrer, celle-là. Et la concurrence, alors ça c'est un truc qui est assez sympa, c'est de faire en sorte d'éviter les éléments de comparaison. Encore une fois, c'est jouer sur votre différence.
Si votre offre, elle n'a pas été travaillée à la base sur le fait de justement d'avoir plein d'éléments qui vous mettent en avant, qui font qu'on a envie de travailler avec vous parce que vous êtes vraiment la personne parfaite pour ça, bah, jouer contre la concurrence, ça va être doucement. Bah, je fais comme tout le monde, du coup, le seul élément de différenciation, c'est le prix. Donc, normalement, l'objection de la concurrence ne se pointe pas si vous avez niché votre offre et si c'est très clair, justement, la valeur que vous proposez. C'est pour ça que celle-là d'objection, généralement, on ne la travaille pas trop. Les deux qu'on travaille beaucoup, c'est plutôt le prix et le timing. Et ce qu'il faut savoir avec les objections, c'est qu'avant de répondre à une objection, il faut vraiment être sûr qu'on parle de la même chose. Je m'explique. C'est que ça soit des objections. Parfois, il y a quelqu'un qui va me dire bah, c'est pas le bon moment pour moi. Si tu dis OK, d'accord, ça marche, vas-y, on se recontacte dans 2 mois, sans avoir creusé cette objection, tu passes peut-être à côté de la vraie objection. Concrètement, à chaque fois qu'un client va vous verbaliser une objection, il va falloir déjà, dans un premier temps, l'accepter, pas lui dire ouais, non, non, c'est pas ça. C'est faire OK, d'accord, tu comprends ce qu'il dit. Et la deuxième chose, c'est de la creuser. C'est d'être sûr qu'on parle de la même chose. Est-ce que c'est pas le bon moment de lancer ou c'est plutôt que financièrement c'est compliqué pour toi dans cette période? Et tu dis ah ouais, bah là c'est pas le moment parce que je déménage, mais oui financièrement ouais, c'est compliqué. Ah, ok, donc c'est plutôt une question de budget. Du coup c'est quoi le problème? C'est que c'est trop cher ou ça rentre pas dans ton budget? En fait, vous comprenez que au lieu d'avoir pris pour content le truc qu'il nous a dit au début, bah des fois en fait c'est pas vraiment ça la vraie objection. Il va falloir la creuser et aller voir ce qu'il y a derrière. Si c'est une question bah, que ça rentre pas dans son budget, ah, peut-être qu'il faut, ça sera peut-être l'occasion de sortir des facilités de paiement, des choses comme ça. Mais ne pas prendre vraiment pour argent comptant l'objection dès que le client va vous la balancer. Et pour ça, eh ben, il faut les avoir travaillées avant. Donc toutes ces objections principales, il faut vraiment vous dire, bah, si j'ai un client qui me dit ça, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire en face? Et si vous ne l'avez pas travaillé avant, bah, vous allez devoir comprendre. Des fois, on est bon en live. Moi, je vous conseille de quand même anticiper les choses. Vas-y, dis-moi, Jean-Marie. J'avais une question qui peut être bête, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on peut répondre à une objection avant de l'avoir? Ou c'est se tirer une balle dans le pied? Non, en fait, c'est pas du tout une question bête. Et ça rejoint ce que j'essaie de vous dire, c'est quand on fait la présentation de votre offre pendant le rendez-vous, en fait, ta présentation en elle-même vient contrer les objections. Comme je te disais tout à l'heure, l'objection du prix, elle est contrée par de la valeur. Donc, comment tu contres une objection de prix? Tu mets beaucoup de valeur dans ta présentation. Tu fais en sorte de délivrer, de surdélivrer. Et du coup, bah, inconsciemment, tu viens contrer l'objection du prix. Parce que ça vaut tellement. Moi, j'adore demander, justement, avant de montrer les prix de l'accompagnement, dire, bon, pour toi, ça vaut combien? Honnêtement, j'ai personne qui m'a donné les prix pour l'instant. Ils sont tous très loin. Et parce que, justement, tu as réussi à donner assez de valeur dans ta présentation, dans ce que tu fais. Donc, à toi, justement, d'avoir assez de valeur et que, finalement, le prix, quand tu présentes, tu fais, ah ouais, ah bah ça va. Donc, tu vois, là, j'ai contré l'objection. Tu as l'objection, si j'ai quelqu'un qui. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent avec l'objection du timing. Comme je vous le disais tout à l'heure, je déménage, tout ça. Du coup, je vais à fond sur la flexibilité. Si là, tu pars en vacances pendant 2 semaines, tu sais quoi, bah, le coaching, c'est pas grave, on le fait après. Je m'adapte à toi. Et ça, je le dis toujours de façon proactive, donc avant qu'ils me le disent, parce que je sais qu'on peut me balancer une petite objection sur la flexibilité, parce que cette objection revient assez fréquemment. Donc, au début, c'est pour ça que je dis que c'est pas facile de les anticiper. Mais dès que tu commences à connaître toutes les objections qui reviennent tout le temps, en fait, tu dois l'intégrer dans ton offre. Et c'est là où tu viens, comme on dit, gommer une objection. Donc, c'est pas bête du tout. D'accord, très C'est bien. au contraire. Ok, merci. Et en fait, c'est comme ça que donc, les premières fois, c'est compliqué. Mais dès que tu les connais, il faut que tu rechanges justement ta présentation de l'offre pour venir enlever toutes les petites objections qui peuvent se balader par là. Du coup, je vous disais, oui, les objections, tac, 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 préparer les réponses pour chaque objection. Donc ça, c'est clair, on pourrait y revenir après si vous voulez. Ensuite, il y a encore 2 éléments qu'il faut faire absolument justement avant de se lancer dans les rendez-vous de vente. La première, c'est de se préparer un petit peu, parce qu'on peut être un peu stressé. On peut être carrément stressé même. Donc toute cette préparation là, que je vous dis,
essayez de vous faire une petite routine, en fait. Bah voilà, avant, je fais le tour de tous les réseaux sociaux, je me fais un petit résumé de tout ce que j'ai vu, j'essaie de trouver un icebreaker. En fait, le fait de tout préparer, en fait, vous allez être super serein parce que vous connaissez déjà super bien la personne que vous allez avoir en face de vous. Et ça vous gomme complètement tout stress parce que vous savez où vous allez. Vous êtes prêt, si le mec il vous dégaine une objection, vous l'avez déjà imaginé, donc vous y allez serein en fait. Vous y allez hyper confiant. Et si on ne fait pas ça, bah, c'est là où on va commencer à avoir un petit peu de stress, comment ça va se passer, comment il va me dire, comment il va réagir mon prix, est-ce que j'ai fait trop cher, pas cher. Prenez le temps de préparer tout ça. Vous imaginez la personne que vous allez avoir. Et ça va avec le deuxième élément que je voulais vous dire là-dessus, c'est de s'entraîner. Parce que si c'est les premiers, euh, ça, bah, c'est pas facile. On est un petit peu perdu. Et du coup, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous entraîner avec un proche ou un collègue. Même s'il ne connaît pas bien, on peut tous se mettre dans la peau de quelqu'un. Donc, le but, c'est que la personne en face bah, subisse un petit peu votre présentation. Vous dites, bah, ça a été trop lourd, là, tu n'as pas assez creusé. Donc, c'est hyper important cette préparation à l'entretien, donc de vous entraîner avant ça. Et si vous y allez de cette façon-là, en ayant préparé tout ce que je vous ai dit, ça paraît peut-être des trucs bateaux, hein, mais faites-le. Ça fait quand même une sacrée diff sur les rendez-vous. Surtout si bah, vous avez, je sais pas, on a 3-4 rendez-vous quand on est indépendant, on n'en fait pas non plus tout le temps, hein. Si on a 3-4 rendez-vous par mois, bah, faut pas les louper, quoi. Parce que rappelez-vous que c'est déjà assez compliqué. Le plus dur du taf, c'est d'aller décrocher des rendez-vous. Après, on a des taux de conversion qui sont normalement assez gros, de l'ordre de 75%. Donc, normalement, vous vendez à 3 rendez-vous sur 4. Mais bah, chaque rendez-vous, il vous a coûté cher. Je parle en temps, pas forcément en argent. Donc, il faut vraiment le chérir et faire en sorte de vraiment l'avoir préparé pour ne pas passer à travers, quoi. Donc, la préparation, elle est vraiment clé pour tous les rendez-vous. Donc, la loupez pas. Euh, et une fois que vous êtes passé par toutes ces étapes, que vous êtes prêt, je passe forcément sur toutes les choses que vous voyez avec moi dans l'accompagnement, de travailler votre profil, travailler votre offre. C'est des choses qu'on voit ensemble. Si ça, c'est bien fait, c'est déjà une très bonne base. Et la dernière chose, après, c'est de préparer le déroulé de votre entretien. Donc, il y a des étapes à respecter pour votre entretien de vente. Et ces étapes-là, bon, c'est pas forcément, ça sort un petit peu du sujet du jour, mais ça reste quand même dans la préparation. Il faut que vous sachiez par quelles étapes vous allez passer lors de votre entretien. La première étape, ça va être l'icebreaker. L'icebreaker, on en a parlé rapidement. On commence, vous n'allez pas commencer direct. Bon alors, parle-moi de ton problème. Tout ça. L'idée, c'est vraiment de briser la glace avec les anecdotes que vous êtes allé chercher. Si vous n'en avez pas, vous creusez, comment ça va aujourd'hui, il fait froid, machin. Vous trouvez un truc et vous brisez la glace et vous parlez comme si vous étiez autour d'un café pour enlever la distance qu'il peut y avoir sur un début d'entretien. Hyper important. Ça ne doit pas durer longtemps, hein. Généralement, c'est 2 minutes, 2-3 minutes, mais au moins, ça détend un peu tout le monde, il n'y a pas de stress et on part sur des super bases. Après, c'est votre découverte. Donc, la partie découverte de l'entretien, c'est là où justement on va creuser le problème du prospect. Donc, vous l'avez identifié normalement dans la prise de rendez-vous. Si vous êtes là ensemble, c'est que le mec, il a un problème et vous, normalement, vous avez la solution à ce problème-là. L'idée, c'est vraiment d'aller en profondeur sur ce problème-là et de savoir justement qu'est-ce qui, je vous en parle dans la formation, quel est son problème dur. C'est quoi ce qui est douloureux pour lui, là, qui doit venir résoudre et que vous allez résoudre avec votre offre. Donc, pour ça, il va falloir savoir quel est le problème en question, d'isoler au maximum, de savoir un petit peu quels sont ses vrais objectifs par rapport à ce problème-là. S'il ne change pas, et ça c'est super important, s'il continue à faire comme aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors que si justement il agit, qu'est-ce qui va se passer? Donc vraiment de faire des différenciations comme ça, de se projeter. Et là, vraiment, cette phase de découverte, prenez le temps. C'est la partie la plus longue de tout l'entretien. Parce que vous devez vous intéresser à fond à son problème, à ce qu'il fait. Je le répète beaucoup, mais ouais, sur un entretien d'1 heure, une phase de découverte, c'est au moins 30 minutes. Au moins. Et ça veut dire que pendant 30 minutes, donc il y a eu l'icebreaker, vous avez la phase de découverte,
vous n'avez pas parlé de votre offre. Vous avez que fait parler de votre prospect. Donc ouais, je sais, quand je dis ça, vous pensez à des commerciaux que vous avez potentiellement pu voir et qui vous dégainent tout de suite leur catalogue avec leurs offres et comme quoi ils sont meilleurs que tous les concurrents. Oubliez, c'est pas comme ça qu'on vend. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on vend aujourd'hui. Il faut vraiment être dans l'empathie, de rentrer à fond, de comprendre en fait. Et surtout, alors, je ne le dis pas, mais j'imagine que vous l'avez compris, prendre des notes. Et prendre des notes sur les mots qu'il va utiliser pour verbaliser son problème. Parce que ces mots-là, vous allez les utiliser tout le long de l'entretien après. S'il utilise des mots pour parler de son problème, reprenez-les après. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'il a verbalisé, eh ben, son problème, on va faire un matching entre son problème et votre solution quand vous allez présenter votre offre. Et ça sera hyper puissant, parce que c'est comme si vous aviez fait une offre sur mesure, parce que vous utilisez ces mots, en fait. Et là, vous allez vraiment avoir beaucoup de puissance dans ce que vous dites. Une fois qu'on a terminé la phase de découverte, donc vous avez bien compris c'est quoi son problème. Et le problème, d'ailleurs, vous allez vraiment le résoudre avec votre offre. Ça matche bien. Si ça ne matche pas, ça ne sert à rien. Vous allez reformuler ce qu'il a dit pour être sûr d'avoir bien compris son problème et que lui, il voit que vous l'avez vraiment écouté. Donc, cette phase de reformulation, c'est 3 phrases. Hein. C'est j'ai bien compris aujourd'hui que tu manques de prospects pour ton agence. Vous faites absolument pas de prospection pour trouver des clients. C'est quelque chose qui vous pose problème parce que vous êtes un petit peu bloqué en acquisition. Et si ça continue comme ça, dans 3 mois, vous mettez la clé sous la porte. C'est bien ça? Voilà, donc c'est vraiment dire j'ai compris ton problème, c'est quoi les points durs, j'ai utilisé les mots qu'il m'a donné pendant la phase de découverte et bien appuyer quand même sur un problème qui fait mal. Si tu fais rien, dans 3 mois, il n'y a plus personne. Bon, c'est pas toujours aussi compliqué, mais vous avez compris le principe. Si tu fais rien, tu vas perdre 10 000 euros ou tu vas passer à côté du chiffre d'affaires. Enfin, vous trouverez quelque chose qui est adapté à votre offre. Une fois que c'est ça, on va introduire la vôtre d'offre. Donc, OK, donc est-ce que si je te présente un accompagnement qui va te permettre de mettre en place de la prospection et de faire en sorte d'avoir des clients et justement t'éviter la banqueroute dans 3 mois, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui pose toujours des questions dans lesquelles il va me répondre oui. C'est hyper important, c'est oui. On appelle des oui de validation. Et si vous obtenez ces oui de validation, en fait, le prospect, il a déjà un pied dans votre offre. Et ça, c'est comme ça. Donc forcément, il va rarement dire non, ou alors il va dire ça pourrait m'intéresser. Bon, on va pas non plus le forcer à nous donner un oui, mais il va commencer à mettre un pied vers votre offre. Il dit OK, et c'est là où vous allez pouvoir enfin. Donc là, on est à quoi? On est à 35 minutes, un truc comme ça. Voilà, c'est bon, vous allez pouvoir dégonner votre offre. C'est là où vous allez pouvoir la présenter et bien faire ce que je vous ai dit. Dire forcément, mettre en avant ce qui vous rend unique, mais aussi faire un matching entre tout ce que vous avez entendu pendant la phase de découverte et votre présentation. Ouais, tu m'as dit que vous avez déjà essayé de la prospection automatisée avec Walaxy. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on travaille un peu plus ton offre pour faire en sorte que les messages que tu as utilisés, tu aies vraiment des réponses. Tu viens vraiment prendre des éléments qui t'a sortis pour les mettre en relatif avec l'offre que tu es en train de lui présenter. Et vraiment, ça va prendre une toute autre dimension, ce que tu vas lui présenter. Donc ça, c'est une partie qui peut durer, qui va durer une vingtaine de minutes. Vous présentez vraiment. Et on arrive à la fin, la présentation du prix. Et c'est là où on appelle ça la phase de closing. La phase de closing, c'est vraiment on présente notre prix et on incite à l'action. Donc maintenant que je t'ai présenté tout ça, tu as un problème. J'ai la solution à ton problème. On voit que ça match tous les deux. Voilà le prix. OK. Maintenant, quand est-ce qu'on commence? Et le but, c'est vraiment, quand vous présentez vos prix, il n'y a pas de forcing ou quoi que ce soit à faire. C'est simplement de rappeler ce que je viens de vous dire, qui est obvious. Tu as un problème, j'ai une solution, voilà le prix pour résoudre. Et de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on n'avance pas? Tu veux rester dans la situation actuelle où dans 3 mois, c'est la banqueroute? Ou tu veux essayer de mettre en place des choses qui vont faire que on va essayer de redresser la pente et d'aller chercher des clients qui vont remettre ton entreprise à flot? Et c'est là qu'on entre dans les objections. Et les objections, vous l'avez compris, soit vous les avez gommées avant, soit c'est là où il va vous balancer l'objection du prix, du timing,
ou peu importe l'objection qui peut arriver en fonction de votre offre. Il y en a qui seront spécifiques, bien sûr, à votre activité. Et on arrive au bout de l'entretien, normalement. Et bien sûr, au maximum, éviter les réponses différées, même si c'est des contrats qui coûtent cher, même si c'est quoi que ce soit, d'obtenir un oui d'engagement, de validation, et pas de... alors, je sais que en B2B, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui se fait quasiment pas. Et si vous faites du B2B avec des petites entreprises ou du B2C, donc sur du particulier, il faut avoir de l'engagement quasiment direct. Toute réponse différée, c'est souvent une réponse qui sera négative. Donc j'ai un peu dévié finalement sur l'entretien aussi, mais je trouvais que ça matchait bien de raconter tout ça. Donc, vous l'avez compris, du coup, pour tenir, moi je pars sur 1 heure d'entretien, ça peut être beaucoup moins, ça peut être plus. Mais ce qui va être important, c'est vraiment la connaissance de votre prospect, la connaissance de votre offre, d'avoir préparé toutes vos petites objections et d'arriver forcément bien préparé et de prendre le temps de l'écouter. On n'est pas là pour faire le vendeur des télés chez Carrefour. On est là pour vraiment prendre le temps d'écouter ce que nous dit notre prospect. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que quand même, dans tout ça, tu penses que si c'est facilement faisable, il faut privilégier les rendez-vous en direct plutôt qu'en visio? Ouais. Ouais. D'une manière générale. Et tu peux, du moment que tu fais du physique, tout ce que je viens de dire, hein, c'est que ce soit physique ou en visio, c'est la même chose. Hein. Tu vas faire exactement le même déroulé. Et bien sûr que c'est mieux tu auras beaucoup plus d'engagement en physique. Plus de respect, plus d'engagement. Mais ça n'empêche aucune phase que je viens de t'énoncer. Hein. Que ce soit l'icebreaker. Les icebreakers vont se faire plus naturellement en physique. Parce qu'on est en train de se voir, on a tous l'habitude de faire du small talk quand on commence. Il fait beau aujourd'hui, il fait mauvais, machin. Donc ça se fait plus naturellement. Mais il ne faut pas oublier, finalement, c'est même plus en visio où c'est un peu moins naturel. Je suis d'accord. Moi, j'avais fini tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, bah, c'est à vous de poser vos questions. Jean-Marie, vas-y, je t'écoute. J'avais une question sur les derniers points de l'entretien, donc plus avec le B2C. Quand on n'a pas de réponse tout de suite, comment on fait pour justement, moi, ce que j'ai du mal, j'en fais peu, hein, des entretiens de vente, mais quand j'en fais, souvent l'entretien se termine et bah, je ne sais pas si j'aurai une réponse dans 1 semaine, dans 2 semaines. Je ne sais pas si c'est à moi de revenir vers eux, si c'est à eux. Donc c'est ça qui est compliqué, même si l'entretien se passe bien. Je ne sais pas, Alors, comment faire pour revenir vers eux et si j'aurais dû l'anticiper. ouais. Alors déjà, dans un premier temps, tu dois savoir pourquoi est-ce qu'il y a une réponse diff. Pourquoi tu n'es pas capable de me donner une réponse aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu as besoin de réfléchir? C'est quoi les points? C'est quoi que tu veux comparer? Vraiment savoir, pour voir s'il n'y a pas une objection à laquelle tu n'as pas répondu. Ça, c'est super important. Et si toutefois il y en a une, moi ça m'arrive aussi, hein. Il y a des personnes qui ont le principe de ne pas répondre tout de suite et de toujours, bah, moi je laisse toujours un délai de réflexion. Ça ne sert à rien de faire le commercial pushy. Il y a des closers qui vous diront, ouais, c'est pas grave, il faut closer tout de suite. Non, pas forcément. Et si la personne a vraiment besoin d'un délai de réflexion, le tout, c'est de le cadrer. Ok, tu as besoin d'un délai de réflexion, et ben écoute, je te propose qu'on se voit demain à. Tu as de la place? Demain, 15h. Hop, tu es prêt? On met dans l'agenda. Comme ça, la prochaine étape, elle est claire. En fait, il ne faut pas que l'étape d'après, elle soit floue, ce soit un brouillard. Il faut la cadrer. Si le mec, il a besoin d'un temps de réflexion, s'il a besoin d'aller voir sa banque parce qu'il faut qu'il fasse un prêt parce que tu le proposes, ok, c'est quand que tu la vois? Ok, on se voit le lendemain. Tu es obligé de le cadrer et de recale systématiquement un rendez-vous. C'est toi qui dois garder la main là-dessus. C'est pas à eux à commencer à dire attends, ouais, c'est quoi, je reviens vers toi fin janvier parce que machin. Ok, très bien, bah, c'est moi qui reviens vers toi. C'est toujours à toi de driver la partie vente et de garder le contrôle sur cette partie-là. Mais hyper important hein, de savoir pourquoi. S'il y a des personnes qui ont un principe, il faut toujours décaler. Ok, pas de souci. Et bon, on se voit demain. Tu vois? Mais Ok, ça très va bien. jamais être à leur main. Ça, c'est super important. C'est pas à eux de revenir vers toi. Ils reviendront pas vers toi. Oui. Merci. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que je vous ai dit?
J'ai été si Ok. clair que ça. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Vas-y. Ouais, salut, bonjour tout le monde. Bah ouais, très intéressant la présentation. J'ai pas forcément de questions, mais ça donne clairement un schéma de quoi préparer, quelles données d'entrée récupérer. Donc moi je suis acheteur en industrie. Donc du coup, j'avais quand même ce schéma de discussion avec de préparation de rendez-vous pour négocier avec les fournisseurs. Mais là, ça me permet d'avoir des billes pour le côté vente aussi, parce que je vends des prestations maintenant. Et ça me permet d'accès aussi. Et puis peut-être avec le schéma de la réunion de vente, je pense que tu peux aussi l'optimiser en fonction de ton domaine avec la présentation de ChatGPT avec la formation de ChatGPT, ça peut faire un bon mix pour, euh, pour Et anticiper déjà des détections, pour les pitcher dans les phases de découverte. Et toi Ouais. qui as peur, je trouve, alors je sais pas si, tu sais, moi j'ai bossé 10 ans chez Vinci, donc pareil Ok. avec un service achat où j'ai fait beaucoup d'appels d'offres justement. Ouais. Et, je trouve que cette logique, là, ce que j'apprends justement, est complètement différent que ce qu'on peut voir, où moi j'ai vu des tonnes d'agences de prestataires qui débarquent, qui sont là, qui mettent leur PowerPoint en parlant de moi, Exactement. et de mettre une première slide où ils ont essayé de faire un pauvre contexte tout pourri sur l'entreprise qu'ils accompagnent, donc nous. En gros, ils parlent que d'eux. Ouais. Le problème, ils n'abordent pas, ils sont juste, voilà, ça c'est toutes nos références, ça c'est tout machin. Et depuis que j'ai découvert cette méthode de vente, qui est quand même vachement plus empathique, qui est vachement plus sur le besoin de la personne et d'un problème-solution, à moi, ça change vraiment la donne. Et c'est pour ça aussi que je vous apprends tout ça, parce que, bah, comme Irvine et moi, on a pu le constater, les 3/4 des boîtes ne le font pas. Et c'est tout de suite, ça vous met un élément de différenciation, quoi. Ouais. Mais ouais, bien sûr. Et alors, c'est sûr, tu peux pas mal t'aider aussi de ChatGPT pour driver tout ça. Faites gaffe quand même de garder toujours la main dessus. Je vous apprends au maximum à l'utiliser, mais prenez-le vraiment comme un assistant, parce que je vois un peu trop de personnes qui justement se reposent à 100% dessus. Faut relire, faut mettre vos mots, vos tournures. C'est pas parce que lui il utilise un mot qu'il est mieux que le vôtre. Voyez-le, il va vous mâcher le travail, ça c'est certain, et utilisez-le à fond pour ça, mais repassez derrière, s'il vous plaît. Ouais. Non, c'est clair. Et tu le précises bien dans les vidéos qu'il faut déjà qu'il faut faire attention aux données que tu lui donnes aussi, parce que du coup il retient tout. Ça, j'ai regardé ça. Et c'est vrai que pour justement un appel d'offres. Si tu as vraiment des problématiques de sécurité de données, tu as le niveau entreprise qui est un poil plus ferme, qui permet justement une sécurité des données. Ouais, je pense que je vais y penser, ouais. Je vais y penser. Et puis ma responsable aussi actuelle est ouverte justement à développer aussi un petit peu ce secteur. C'est vrai que ça m'a fait, en utilisant ton speech, ton prompt, j'ai pu avoir un appel d'offres pour faire un appel d'offres sur la mutuelle d'une grosse entreprise de 200 salariés. J'ai travaillé pendant 5 jours quasiment à temps plein pour pouvoir réunir toutes les infos. Et c'est vrai qu'avec le prompt et 4-5 échanges, j'ai eu quelque chose de très, très qualitatif en prenant référence à des conventions, etc. Donc, c'est top. Ouais, ça, c'est fort. Et toi, même pour un truc comme ça, donc je suis en train de bosser sur des nouveaux modules là, avec d'autres IA pour des cas spécifiques. Alors là, on sort complètement du sujet, mais si ça vous intéresse, si vous avez des grandes quantités de données à faire aspirer à l'IA pour justement préparer les documents et choses comme ça, il faut plutôt utiliser Claude, qui est vraiment la meilleure IA pour ça. Parce que ChatGPT, des fois, il a tendance à zapper pas mal d'informations pour se concentrer sur 2-3 trucs qui lui plaît. Si vous avez dans une logique d'analyser beaucoup de grandes quantités de données, Claude, tu peux lui filer un livre. C'est assez impressionnant en termes de data et la façon dont il restitue. Là où ChatGPT, il n'est pas mauvais, hein, comme tu as pu le voir. Mais c'est vrai qu'on utilise plus Claude pour ça. Et comme si vous recherchez des infos, là, pour le coup, c'est Perplexity, où il y a une version gratuite qui est déjà hyper intéressante. Si tu as des recherches à faire sur un domaine particulier, Perplexity, il est incroyable. Et c'est vraiment les IA à maîtriser, c'est ChatGPT bien sûr, Claude dès qu'on a beaucoup de données, Perplexity quand on fait de la recherche, Midjourney quand on fait de l'image. Vidéo. Vidéo, c'est Runway. Comment? Vidéo, c'est Runway. Ah, c'est même pas Midjourney. Midjourney, c'est que de l'image.
C'est de la D'accord. super image maintenant. Enfin, moi, c'est photoréaliste hein, à fond. Mais la vidéo, c'est plutôt run. Ouais. Bon, c'était la Ok. petite parenthèse IA du jour. Ouais. Désolé pour le. Il n'y a pas. Ok. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres remarques ou des éléments que vous vouliez partager avec nous sur le sujet du J'avais jour? Même autre chose, hein, si vous voulez. j'avais une question aussi sur les entraînements Ouais. et sur la pression, le stress qu'on peut avoir pour ces entretiens de vente. Bien sûr, on peut s'entraîner avec ses proches, mais la pression, elle sera pas là du tout avec nos proches. Est-ce que tu nous conseilles de s'entraîner avec des, entre guillemets, petits clients, enfin des petits prospects, pour après viser les grands ou Souvent, pas? on a des connaissances avec qui on travaille plus ou moins. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mieux. En fait, ils connaissent le domaine. Ils vont pouvoir te balancer des objections, des vraies objections. Alors, c'est sûr, si tu fais avec ta femme, par exemple, Ouais. elle va plutôt t'entraîner sur le fait de comment est-ce que tu tiens ton entretien. Donc, C'est ouais, ça. plus la personne va être qualifiée pour faire le test, mieux c'est. Donc, effectivement, si tu as quelqu'un qui est dans ta cible, que tu peux interroger parce que vous êtes assez proche, et franchement, il ne faut pas que tu hésites. Mais je me suis mal exprimé. Faire ma question, c'était est-ce que c'est bien de faire des vrais entretiens avec des vrais prospects, des vrais entretiens de vente pour, entre guillemets, se former, mais avec des prospects qui vont pas apporter, pas des prospects, entre guillemets, importants qui vont apporter 40% de son chiffre d'affaires, mais pour des one-shots, C'est sûr que si tu as dans ton idée une liste de prospects bien identifiés, ouais, au début, essaye de te rôder sur tes prospects moins importants. Oui. Mais bah oui, enfin, ça va de soi. Et qu'au moins tu seras un petit peu plus armé quand tu iras avoir les plus gros potentiels de contrat. Ok. Ouais. Et je pense, au même titre que la semaine pro, du coup, on va faire, j'analyse vos messages de prospection. Je pense qu'on se fera aussi des sessions entre nous. Ou s'il y en a qui sont prêts à jouer au jeu, moi je ferai le client. J'aime bien faire le client. Et je vous laisserai faire la présentation. Et puis on peut le faire comme ça en groupe, comme ça vous avez un peu de pression, ça peut être pas mal. Au moins, on vous met volontairement en situation de stress, ça peut être cool. Ça peut être cool. Et pour avoir justement les feedbacks de tout le monde. Donc le stress sera volontaire, il y a du monde qui écoute. Et au moins on fait des feedbacks, je pense que ça aidera tout le monde. Ça peut être sympa, je pense. Très bonne idée. J'ai une question, Damien, sur est-ce que tu dirais qu'il y a des informations qui sont plus importantes, ou peut-être genre un top 3 des informations qu'il faut absolument savoir quand tu es dans ta phase d'enquête avant le rendez-vous? Bah, déjà, avant de prendre un rendez-vous, de savoir s'il a un besoin. Bien sûr. Il n'y a rien de pire que, en plus, tu me dis que tu fais rendez-vous physique, d'aller voir quelqu'un qui n'a pas du tout de besoin. Donc, d'avoir perdu ta demi-journée. Ça, c'est vraiment le number one. Après, ça va vraiment dépendre de ton business. Mais je pense que c'est une bonne idée, effectivement, de toi de donner dans ta préparation des éléments clés que tu dois connaître, justement, de ton prospect pour bien faire ton rendez-vous. Et moi, je sais Donc, c'est au que cas par cas, quand même. en fait, c'est assez spécifique à chacun. Moi, je sais que ce que je regarde, c'est déjà, est-ce que vous avez assez de clients? Est-ce que vous avez une offre avec une offre nichée ou avec une proposition de valeur unique claire? Généralement, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes pour aller chercher des clients? Moi, si je devais avoir un top 3 pour mon business, ce serait celui-là. Donc, à toi, après, de définir justement ce top 3 des choses que tu as besoin de savoir et que tu utilises pendant ton entretien. Que ça, c'est 3 choses que je vais utiliser tout le long de l'entretien. Je vais les noter sur mon petit carnet et après, je vais les utiliser tout le long. Donc, si c'est pas mal, effectivement, c'est une bonne méthode, je trouve. Très bonne idée d'identifier ces éléments clés que tu dois absolument avoir sur chacun de tes prospects. J'imagine que c'est un truc aussi qu'on va travailler ensemble, de toute façon, à un moment ou à un autre. En fait, les entretiens de vente, soit on les fait comme ça, soit on se fait des entraînements aussi pendant les coachings. Justement, pour valider quel sera ton déroulé. Ce que je regarde le plus, c'est la côté présentation de l'offre en tant que telle. Justement, est-ce que c'est assez impactant? Est-ce que c'est assez différenciant par rapport à d'éventuels concurrents? C'est des choses qu'on va regarder ensemble, c'est clair. Cool.
Au top. Vous avez encore des petites questions? Bon. Et- Oui, j'avais une dernière question Ouais, vas-y. concernant toujours cet entretien de vente. Si la réponse est différée, est-ce que est-ce que c'est mieux de faire un compte rendu de cet entretien, de l'envoyer par mail ou par message si c'est du B2 aussi, enfin par mail c'est mieux, de faire un compte rendu en disant voilà vos besoins, voilà ce que je vous propose, faire comme si c'était un devis mais vraiment sous forme de très personnalisé. Ouais. Ça, c'est une bonne question et ça, je suis toujours en train de tester un petit peu. J'ai un peu du mal à savoir si c'est bien ou pas bien. Pour être transparent avec toi, je le fais le moins possible parce que c'est le meilleur moyen que les gens passent en mode comparaison, qu'ils aillent regarder ta présentation, qu'ils fassent la comparaison avec les. Donc, de plus en plus, je ne l'envoie pas. J'envoie simplement une ou deux informations ou un petit rappel de rendez-vous, je mets un autre rendez-vous. Mais en fait, je ne l'envoie pas. Mais est-ce que c'est une bonne. J'ai l'impression que moins je l'envoie, mieux c'est. Les effets que j'ai pu voir, c'est les personnes qui ont pris la présentation au long, large, en travers et qui l'ont extrapolé sur certaines choses parce que c'est pas moi qui l'ai présenté. C'est pour ça aussi que les personnes qui envoient des présentations sans prendre le temps de les présenter en visio, c'est pas très bon parce qu'on est là justement pour mettre nos mots. Donc écoute, si tu peux éviter de le faire et plutôt recaler une échéance, le mot d'ordre pour les différer, c'est le plus vite possible. Oui. Non, je parlais surtout pas de remplacer la visio, enfin le rendez-vous par une présentation par mail. Mais ouais. moi, j'en enverrai pas. D'accord. Donc c'est au client, au prospect de prendre des notes de tout ce que je dis et quitte à ce qu'il n'ait pas de. Et ça encore, ça peut être quelque chose qui est ajusté en fonction du business. Si toi, tu sens qu'il y a vraiment un besoin, qu'il faut envoyer la présentation, quand les paniers sont plus élevés en B2B, si on est sur des contrats assez élevés, c'est sûr qu'il va falloir envoyer ta présentation. C'est certain. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter un petit peu des fois. Mais quand on est sur des petites présentations, on n'est pas forcément obligé. D'accord, très bien. Mais ça fait partie des choses qui sont des variables d'ajustement, tu vas avoir dès que justement tu commences à avoir du flux et des rendez-vous. Ok, très bien, merci. Moi, non, enfin, juste une remarque. L'échange est intéressant parce que la question telle que Jean-Marie l'a posée, moi j'ai fait un pouce parce que ça paraissait évident. Mais finalement, ta réponse, je peux me permettre d'espérer, m'a promptement convaincu. Et comme en beaucoup de choses, il faut trouver un juste milieu. Évidemment qu'après un entretien, il faut envoyer un mot et tu l'as bien tourné sur l'étape imminente suivante et éviter effectivement de laisser un support trop détaillé sans le sous-titre et le commentaire. Donc, ça permet vraiment, pour moi aujourd'hui, d'avoir cette consigne-là et de ne pas faire ça sans savoir ce que je fais, quoi. Effectivement, merci. Ouais, moi je suis plutôt dans celui-là. Ça m'arrive de remettre le prix souvent, ou l'éventuelle offre qui est en cours, des choses comme ça. Ce que je mets le plus, généralement, je crois que je mets quasiment jamais le PowerPoint. Je l'ai fait à une période, non, je ne le fais plus. Ça m'arrive de mettre la page de vente du site. Et ça, je sais que les gens vont un peu moins les voir. En fait, je ne veux pas qu'ils rentrent dans une histoire de comparaison, d'aller voir 10 000 autres. Donc l'idée, c'est. Ouais, ça, c'est vraiment. Il n'y a pas une convention, tu vois. Autant sur le déroulé d'un entretien, là, c'est le cas, mais là-dessus, il y en a un peu moins. Tu voulais dire Moi, je vais enchaîner, si tu le veux bien. Vas-y. Je pensais à ça, j'ai déjà eu affaire à des professionnels qui, lors de l'entretien, utilisaient Firefly. Donc, c'est un logiciel qui enregistre ce que tu dis, un logiciel de l'IA, pour ensuite faire des comptes rendus. Et moi, en tout cas, je l'ai bien aimé. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé ça. Ah, moi, j'utilise tout le temps. Alors, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que l'entretien, il est enregistré directement. Ouais, ok. Et moi, j'utilise Nuta. Qu'en ai un aussi qui me fait tous les comptes rendus. J'utilise à la fois pour les entretiens de vente, j'utilise aussi pour les coachings. Ça me permet. Le gars que tu as dit, j'ai pas entendu. Nuta, N-O-O-T-A. Ok. Il est français, je crois en plus.
Et bon, Firefly, c'est tout aussi bien, hein. Mais ouais, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Faites-le au max. C'est effectivement une bonne pratique dans les entretiens de visio parce que vous allez pouvoir regarder et voir où est-ce que le prospect il a commencé à avoir le visage un petit peu plus fermé, ou quand est-ce qu'il s'est braqué, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, il faut le faire au maximum. Effectivement, c'est une super bonne pratique. Et si je peux me permettre, je trouve que c'est plus facile pour le prospect d'enregistrer un entretien, que ce soit avec Firefly ou autre chose, ou même d'enregistrer Google Meet. Mais pour le vendeur, ça peut être déstabilisant pour le prospect, en fait, que ça soit enregistré. Est-ce qu'on doit le prévenir avant? Est-ce qu'on doit le faire un peu en HD? L'expérience, moins tu le préviens, moins il t'emmerde. Ouais. Je sais que normalement, tu as l'obligation de le. Si on peut parler légalité, tu dois le prévenir. Ouais. Bon, après, moins tu en fais un sujet, mieux c'est. Je sais que, alors pour faire un parallèle avec Sensei, donc la boîte, on a 50 commerciaux qui font de la visio, où on enregistre toutes les visios, sauf quand les gens disent. En fait, ils le disent. Ils disent, bah voilà, c'est juste mon assistant qui prend des notes pour moi. Paf, et tu passes à la suite. Si tu en fais tout un sujet en mode, bon, alors j'ai un petit assistant IA, machin, qui va transcrire tout ce qu'on se dit et qui fait un compte rendu, ça te dérange pas? C'est là où la personne elle va commencer à faire, ah ouais, c'est bien, machin. Ça devient un sujet à part entière. En fait, c'est comme quand tu as les mecs de Google ou je sais pas qui t'appelle, bon, l'enregistrement il est enregistré, hop, voilà, et on passe à la suite. Il ne faut pas en faire un sujet. Mais si tu veux le faire correctement, c'est plutôt bon. Je te présente, c'est juste l'outil qui prend des notes pour moi. Bon, et du coup, toi, comment ça va aujourd'hui? T'en fais pas un sujet. Si le mec il tique dessus, il te soupe, bah, écoute, tu l'enlèves, tu le fais dégager de la vie. Mais il ne faut pas en faire un sujet. Donc le mieux pour ça, enfin le meilleur outil, c'est Firefly. Pour ça. Celui qui est le plus utilisé au monde, c'est Firefly. Ouais. Mais moi, j'aime bien Nuta, je crois qu'il est beaucoup moins cher. D'accord. Tu as dit que ça s'écrivait N-O-O ou N-O-U? N-O-O-T-A. Ok. Et excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de tactique? Bon, c'en est sûrement un autre. Oui. Et après, il faut voir l'usage que tu en as. Moi, j'ai besoin d'un compte rendu et d'avoir l'enregistrement. Voilà. Il y en a qui font de l'enregistrement avec, ils rajoutent toute une couche d'analyse. C'est des outils d'IA qui sont assez poussés, qui marchent plutôt pour des. Tu en as des très très poussés. Moi, celui que j'utilise chez Sensei, c'est Mojo. Et le but, en fait, c'est vraiment d'analyser la performance des vendeurs. C'est pas du tout adapté pour vous. Enfin, c'est des gros outils qui vont marcher dès que tu as une équipe de 5 ou 6 vendeurs. Donc, vous prenez juste un outil qui prend les notes pour vous, qui fait de la transcription. Deux autres remarques. Je me suis laissé dire que, évidemment, la législation en vigueur, c'est de prévenir. Même les outils, c'est embarqué. Ils préviennent les gens quand c'est enregistré. Mais que quand c'est juste pour des fins de transcription et de suppression rapide, on n'est pas obligé de prévenir. Si, tu es obligé. Tu es obligé parce que les données, ça va être sur un serveur et en soi, elles ne sont même pas supprimées. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, c'est sûr que quand tu es Google, tu as tout intérêt à le faire, sinon tu te prends une sacrée amende. Quand tu es indépendant, avant de venir te faire embêter là-dessus, bon, je ne devrais pas dire ça, hein, mais... Et parfois, moi, sur des entretiens très délicats avant l'IA, c'est-à-dire pour moi, il y a quelques semaines, quand je ne m'intéressais pas, moi, j'utilisais l'outil Microsoft d'enregistrement, c'est-à-dire la capture d'écran, pas l'outil intégré au meeting qui doit informer, mais juste capturer mon écran, ça me permet de disposer de la vidéo, quitte après à servir ça à un outil qui refait la transcription et consort. Je fais ça, bon, là, ça veut dire que ouais, tu n'informes pas la personne, et c'est juste un enregistrement. L'avantage des autres outils, c'est qu'ils font un transcript, mais surtout, ils font un compte rendu pour toi. Donc, ils sont vraiment bien, les comptes rendus. Hein. C'est pas l'IA qui fait à l'arrache. Hein. C'est vraiment puissant. Hein. Et je sais que moi, ça l'ajoute Alors, le petit truc, c'est que ça les ajoute automatiquement sur mon CRM. C'est-à-dire que sur votre fiche, à tous, j'ai tous les entretiens avec le compte rendu de tous les entretiens.
Et moi, j'ai pris 0. Enfin, si, je prends des notes en plus. Mais si j'avais pris 0 notes, en fait, je prends beaucoup de notes papier. Et du coup, j'ai pas envie de les transcrire. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que ça vient me stocker tous les rendez-vous qu'on a eu ensemble, que ça a eu les rendez-vous de vente et les coachings. Et ça, enfin, c'est quand même une pépite, quoi. Alors que si c'était un enregistrement, tu le mets dans un dossier Drive, machin, tu le perds, il faut un lien. C'est pas pratique. Non. Quand tu suis pas mal de personnes, c'est pas pratique du tout. Et si vraiment on fait peu d'entretiens, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, 4 par mois, ça serait déjà très bien pour moi en tout cas. Est-ce que c'est possible pour éviter justement de payer une nouvelle IA, d'enregistrer soit son écran, soit de faire un dictaphone, de faire un beau prompt dans GPT pour lui dire de retranscrire cet entretien et de lui filer l'audio, de lui filer la vidéo? Alors, ce ne sera pas sur GPT, mais c'est des outils de transcript. Il y en a d'autres, ouais. Ce sera possible. Mais En fait, pour éviter justement d'avoir un autre abonnement que GPT. Ouais, mais je pense qu'il y en a un ou deux qui sont gratuits. C'est vrai. En fait, c'est un outil. En fait, tu as des IA pour tout. Là, dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'un outil qui transcrit des vidéos. Je ne l'ai plus en tête parce que j'en utilise pas. Mais il me semble que tu en as des gratuits jusqu'à un certain nombre de temps. Tu vois, tu dois avoir 4 heures de transcription gratuite ou un truc comme ça. D'accord. Très bien. Et une fois que tu as transcrit, bah là, pour le coup, tu peux le mettre dans le chat GPT. Mais chat GPT en lui-même ne fera pas de transcript. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le transcript, donc convertir ta vidéo en texte. Après, une fois que tu as le texte, convertir le texte en compte rendu. Ça, je sais faire directement grâce à mon téléphone, transcrire en texte direct. Ah bah tu mets dans GPT alors, direct. Je peux mettre dans GPT, ok. Ah ouais. Je le fais pour des livres audio, en fait, pour me servir de ce que j'écoute pour le mettre dans le GPT. Mais pour les entretiens, je peux demander si c'était efficace aussi. Ouais, ça marche pareil. Surtout si Ça tu en marche aussi. as assez peu par mois, ça sert à rien de payer un abonnement. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une dernière petite question? Elle était pas mal là aujourd'hui, finalement. Il y a toujours des petites questions qui viennent après. Bon, bah top. Bah écoutez, Ouais, moi, ça va en tout cas, c'était super clair. Merci beaucoup, hein, Damien. Je tapais juste dans la conversation. Et si tu coupes, ça va se perdre. C'est juste pour dire à Jean-Marie d'essayer justement tactique.io qui donne 10 transcriptions gratuites par mois. Ah bah voilà, comme ça. Nickel. Très bien, merci Christophe. Eh ben merci à tous. Merci à tous. C'était Très bonne journée. Ouais, merci Antoine. Et bah, du coup, je mettrai Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me suggérer d'autres sujets. Allez, à bientôt à tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.